Et puis David Cormand, bonjour. Merci également d'être avec nous. Vous êtes écologiste et on va parler du pacte vert. Audrey, dans quelques instants, vous êtes notre spécialiste des questions européennes. Vous allez tout nous dire sur ce qu'est ce pacte vert. Oui, on va tout reprendre du début jusqu'à la fin et parler aussi d'agriculture. Et voilà, et ce sera le débat de ce club. C'est parti pour ce club spécial élections européennes. Et d'abord, Audrey, vous tournez une série de reportages dans nos régions pour montrer que l'Europe, qui est souvent abstraite et lointaine pour les Français, en fait, elle est beaucoup plus présente dans leur quotidien que ce qu'ils en pensent. Et cette semaine, vous êtes allé du côté de Dunkerque, la ville du ministre des Transports. En effet, Dunkerque, on a l'impression que c'est une ville industrielle. Bon, on n'a pas que l'impression, c'est une ville industrielle responsable de 20% des émissions industrielles en France. Mais elle a entamé un cap, elle passe un cap. Et c'est finalement l'un des fers de lance du pacte vert et de sa mise en place. Regardez. En 5 ans, la fréquentation des bus dunkerquois a été multipliée par 2. Et pour cause ici, pas besoin de sortir son porte-monnaie. Les transports sont gratuits. Ça permet justement d'abord d'économiser l'essence, la voiture en général, les frais de voiture, etc. Du coup, je le prends beaucoup plus souvent, avec grand plaisir. On a beaucoup de mal à se garer sur Dunkerque, donc c'est vraiment très pratique. Et comme ça passe assez souvent, il n'y a pas de souci. On n'attend pas très longtemps. Car le réseau entier a été repensé pour diminuer l'usage de la voiture, avec le soutien financier de l'Union européenne. Mais cela va encore plus loin. L'agglomération de 200 000 habitants a été retenue par la Commission européenne avec 100 autres villes pour être accompagnée et devenir climatiquement neutre en 2030. Le pari est énorme, car Dunkerque est responsable de 20% des émissions industrielles françaises. Alors, on fait la chasse au CO2 partout. d'ArcelorMittal qui se décarbone en passant par le port, le chauffage et les transports, évidemment. Nous allons avoir des gigafactories qui vont venir s'installer sur notre territoire. Et dès le début, nous avons décidé que ces usines n'auraient pas de parking. Et après, avec un travail avec les entrepreneurs, les industriels, mais aussi la collectivité, nous mettons en place effectivement un réseau de transport qui nous permettra de ne pas avoir d'immenses parkings. Des projets aidés par le label de la Commission européenne. Le fait de faire partie de ces 100 villes climatiquement neutres, ça nous permet de répondre à des appels à projets. C'est une carte de visite qui s'étoffe et qui permet de démontrer que nous sommes aussi vertueux et sur la voie de la décarbonation sur notre territoire. Une carte de visite qui attire aussi les entreprises de la décarbonation comme Vercor et sa Gigafactory de batteries électriques qui livrera ses premiers fournisseurs dès 2025 et créera 1200 emplois à terme. Une des raisons pour lesquelles nous avons choisi Dunkerque aussi, c'est que, en dehors du fait d'avoir de l'énergie nucléaire décarbonée, on va récupérer la chaleur fatale des industriels déjà implantés sur le port et sur la zone industrielle portuaire, et récupérer cette chaleur, la transporter jusqu'au site de Vercor, et Vercor va utiliser cette chaleur pour une partie de son process. Donc on va encore réduire pratiquement d'un facteur 2 l'empreinte carbone, en utilisant de la chaleur perdue ou de la chaleur fatale. Pour la Commission européenne, Dunkerque fait partie des villes témoins qui montrent à quoi ressemblera concrètement l'application de son Green Deal, le fameux pacte vert. Et là, c'est un cas vraiment particulièrement intéressant. On est sur un territoire qui a une tradition industrielle et qui en même temps se projette dans l'industrie du futur. Donc ça veut dire que ça va être un laboratoire finalement à ciel ouvert. Autre atout pour la Commission européenne, Dunkerque lui permet de montrer que le pacte vert crée des emplois, 20 000 à terme ici dans ce territoire qui a souffert par le passé de la désindustrialisation. Voilà pour votre reportage, Audrey. David Cormand, Irène Tolleret, avant de parler de réindustrialisation et des effets du pacte vert, un mot sur ce qu'apporte l'Union européenne dans le quotidien des Français. Là, on a vu l'exemple à Dunkerque, l'Union européenne qui aide la ville à sortir du tout-voiture. C'est important aussi de voir ces implications concrètes. C'est essentiel, parce que quand on entend souvent, trop souvent, que l'Union européenne ne serait qu'un problème, non, l'Union européenne fait partie de la solution. Alors bien sûr, il faut avoir la souveraineté démocratique de choisir quelle Union européenne nous voulons. Ça, c'est la démocratie de le déterminer. Mais imaginez que demain, aujourd'hui et demain, quand on est citoyen français, allemand, hollandais, grec, on pourra exercer sa souveraineté dans la marge du monde sans l'Union européenne, c'est une erreur. L'exercice de notre souveraineté politique en tant que citoyens et citoyens européens, elle s'exercera aussi via l'échelon européen. L'époque où
l'écosystème unique de la souveraineté était l'État-nation, ça le restera. C'est terminé, parce qu'on a des grands blocs géopolitiques qui s'organisent, et donc l'Union européenne est du côté de la solution, à condition qu'elle oriente ses politiques dans le sens adéquat. Mais ça, c'est l'objet de la démocratie et des votes, notamment du 9 juin. Oui, et ça, évidemment, on va en reparler. Ces importations concrètes, ces implications concrètes, Irène Tolleré, pardon, elles sont aussi la clé d'une meilleure compréhension de l'Union européenne. Oui, alors on parle aussi de la politique de cohésion, c'est-à-dire l'Union européenne, elle est connue à travers la politique agricole commune, mais elle est aussi connue pour cette politique de cohésion qui a pour objectif de faire rattraper aux différentes régions de l'Union européenne, y compris française, les retards de développement qu'elles peuvent aller. On a, dans ce développement territorial européen, beaucoup de recherches qui permettent d'accompagner. Et le reportage qu'on a vu tout à l'heure, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on sait que si on veut aller au bout de politiques sociales et de réindustrialisation, il faut qu'on accompagne, y compris avec les mobilités, que ce n'est pas accessoire pour localiser durablement les personnes qui vont permettre à une région de prendre un nouvel essor. La difficulté, c'est que ce sont aux régions de communiquer sur ce qu'elles font avec cette politique de cohésion. Et je vais vous donner un exemple. Pendant la politique agricole, pendant la Covid, nous avons flexibilisé les fonds européens pour pouvoir acheter des masques. Il y a une seule région qui a dit qu'effectivement, elle l'avait fait avec ses fonds européens. Et donc, on est toujours en train de courir derrière les réalisations concrètes. Donc, merci de faire cette émission et de nous donner l'occasion de montrer qu'à Dunkerque, comme à Fos-sur-Mer, nous avons un programme ambitieux qui s'appelle le Fonds de transition juste, qui a pour but de décarboner sans faire de casse sociale et mettre une croissance durable dans ces endroits un peu pauvres. Et c'est vrai, parce que là, on a vu le petit panneau Union européenne qui a participé au financement des transports gratuits et de la remise en place du transport, mais souvent, ce petit panneau, il faut le chercher un peu. Hein. Il est derrière un poteau, derrière... Enfin voilà, donc c'est vrai que ça pourrait être un petit peu plus mis en avant, en tout cas. Ouais, en matière de réindustrialisation, on a vu là l'exemple de Dunkerque, qui se veut ville témoin des effets du pacte vert. Audrey, vous parliez de 20 000 emplois à terme. C'est pas rien, du coup, les effets de ce pacte vert sur la réindustrialisation. Alors, il y a deux choses, parce que le pacte vert, ce qu'on appelle le pacte vert, c'est essentiellement des réglementations. C'est une 65 de mémoire. Textes actuels qui sont des réglementations. C'est important, les réglementations, mais ce qui manque comme pilier décisif à ce pacte vert, c'est un pilier de fiscalité juste pour avoir un pilier d'investissement. Parce que là, on parle, d'ailleurs c'est dit, de laboratoire. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans la massification. On est sur un endroit, on dit, regardez, on sait le faire. Mais le problème, c'est pas de le faire dans quelques villes témoins, j'ai envie de dire. C'est de pouvoir le massifier. Et là, on a un sujet, y compris sur ce qu'on appelle, Irène en parlait, les fonds de cohésion, le Fonds social européen, qui sont des fonds qui sont faibles. Et je voudrais prendre une minute pour parler du budget européen. Le budget de l'Union européenne, aujourd'hui, c'est 1% du PIB des 27 États membres. 1%. Aux États-Unis, le budget fédéral, alors il n'y a pas les mêmes compétences, mais c'est pour donner un ordre de grandeur, c'est entre 20 et 25% du PIB des Américains. C'est pour ça que quand les États-Unis viennent de faire leur plan de réduction de l'inflation avec Biden, c'est 400 milliards. Nous, quand on fait l'équivalent en Europe, là, ce qu'on vient de voler, ça s'appelle STEP, c'est 1,5 milliard. Donc vous voyez qu'il y a un problème de force de frappe budgétaire. Et quand on veut dire force de frappe budgétaire, qui paye ? C'est la question de la fiscalité juste. Et là, l'Union européenne, à cause d'orientations politiques qui ne sont pas assez ambitieuses, refuse de faire payer ceux qui aujourd'hui échappent à l'impôt, c'est-à-dire les plus riches. Il n'y aura pas de transition juste sans fiscalité juste. Alors, j'entends, mais franchement... faut réviser les fiches. Hein. C'est-à-dire que là, on vient de voir l'application du fonds de transition juste, 17 milliards d'euros. Et donc, on a 2 sites en France, Dunkerque et Fos-sur-Mer, avec, je crois, à peu près 1 milliard d'euros ou pas loin, qui sont sur des dispositifs super puissants, super ciblés, qui vont, pour la première fois, c'est la première fois qu'on a fait, pas que l'investissement. C'est-à-dire, on a accompagné les entreprises. On dit qu'il y a 2 sites qui polluent et qui font 20% des émissions de gaz à effet de serre. Donc, pour en sortir, il faut décarboner. Mais il y a des employés. Fos, c'est 3500 personnes. Et donc, comment on décarbone en ayant des conséquences positives pour les personnes qui, aujourd'hui, sont en risque de perdre leur emploi. Donc, ça veut dire qu'on a, en même temps, du Fonds social européen, le FSE, qui, sur ces 2 programmes-là, s'applique pour requalifier. Donc, quelles sont les personnes qui vont devoir changer d'emploi ? Quelles sont les personnes qui vont partir? Comment on les accompagne?
et en même temps les entreprises qui sont mises en place, les identifier, les mettre en place, travailler aussi avec le réseau de ces nouveaux salariés. Est-ce qu'ils habitent déjà dans la région? Est-ce qu'il y a besoin de programmes de logement? Est-ce qu'il y a besoin de programmes de mobilité? C'est le fonds de transition juste, c'est nous qui l'avons voté et nous avons même été contrôler les premières applications sur le site de Fos-sur-Mer avec pour la première fois un fonds qui est ciblé au niveau non plus départemental mais même presque bassin de vie, en tout cas c'est le cas de Dunkerque, et où nous avons mis tout le monde autour de la table, y compris les associations de riverains, parce que vivre à côté d'un site industriel, c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte si on ne veut pas que les politiques de réindustrialisation soient des échecs de mise en place dans la politique réelle. Il faut embarquer tout le monde, c'est le fonds de transition juste, et je suis fière que nous l'ayons voté ensemble. Ce budget existe grâce à nous. Juste un petit mot pour que tout le monde comprenne bien, Audrey, on va faire un point sur ce que concrètement contient ce Green Deal, ce pacte vert en français. Alors le pacte vert, c'est un ensemble de textes, il y en a environ 50 qui doivent nous permettre d'être neutres en carbone d'ici 2050 et de respecter ainsi l'accord de Paris. L'Europe deviendrait le premier continent à y parvenir, à montrer la voie en fait devant la Chine et les États-Unis. C'est un pacte très ambitieux qui a été présenté en 2019 dans la foulée, souvenez-vous, des grandes marches pour le climat et de l'arrivée au Parlement européen de nombreux députés avec une fibre écologiste. Ça montre à quel point le vote au Parlement européen il est important pour infléchir les politiques au niveau de l'Union européenne. Alors concrètement, ce pacte, il permet de faire la chasse au CO2 dans tous les secteurs de l'économie européenne, l'industrie, les transports, le bâtiment et l'agriculture. Écoutez. Donc c'est une grande série de réformes qui visent à s'attaquer aux émissions de gaz à effet de serre dans tous les secteurs de l'économie européenne, le transport, le bâtiment, l'industrie, l'énergie, et qui vraiment fait une accélération sans précédent de la transition écologique à l'échelle du continent. Je vous donne quelques exemples très concrets, Oriane, de mesures qu'on trouve dans ce pacte vert. Il y a le doublement de la part des énergies renouvelables dans notre mix énergétique, la fin des ventes de voitures thermiques neuves d'ici 2035 et l'instauration d'une taxe carbone aux frontières de l'Union européenne sur l'importation des produits ou matières premières qui polluent. On va parler du volet agricole dans quelques instants. David Cormand, est-ce que l'ambition environnementale de ce pacte vert est toujours là? Non. Mais d'abord, il faut se féliciter que ce pacte ait existé. Et vous avez raison de rappeler qu'il est le fruit à la fois d'une expression de mouvements sociaux, environnementaux au moment de 2019, pas qu'en France, dans beaucoup de pays d'Europe, et d'un vote vert qui avait été important à ce moment-là. Et donc, il y a eu un message politique qui a été saisi au bon, j'ai envie de dire, par Madame von der Leyen à ce moment-là, avec ce pacte vert. Pourquoi il est important? Parce que c'est la première fois qu'une entité politique de l'importance, la force de frappe économique de l'Union européenne, on est le premier marché du monde. Donc en fait, c'est pas rien. On a toujours tendance à dire on est en train de décliner, on est petit, on est moche, on est nul. Non, on est le premier marché du monde. Donc à un moment, j'en ai marre de ce discours défaitiste. En fait, on a du pouvoir si on décide de s'en saisir. Si on décide d'y renoncer, on n'en a pas. Mais si on décide de s'en saisir, on a du pouvoir. Et donc c'est la première fois qu'une entité économique, politique de cette taille disait il faut changer de modèle. Et c'est quoi la grille? C'est respecter l'accord de Paris. Il faut qu'on soit dans des limites qui nous laissent en dessous des 1,5 degré. Donc ça, c'est positif. Le problème, c'est que dès le début, on a réussi à avoir des objectifs théoriques, décarbonation totale en 2050, 55% en 2030, qui étaient satisfaisants. Mais très vite, la déclinaison concrète de ces objectifs, c'est là que ça a piqué. Parce que, en fait, l'écologie n'est pas consensuelle. L'objectif théorique est à peu près consensuel. Mais les étapes pour y arriver, là, c'est plus compliqué. Il y a un autre sujet qui a été de dire, on se concentre essentiellement et même quasi uniquement sur le climat. Et c'est très important, le CO2. Mais il y a d'autres limites planétaires. Il y en a 8 autres. Et donc là, attention d'avoir une vision cohérente et globale et de ne pas tomber dans un piège qui est de dire on va remplacer l'extractivisme fossile, qu'il faut remplacer, par d'autres types d'extractivisme qui eux aussi peuvent être nocifs pour l'environnement. Et dernier point, il est en train d'être menacé. Quand vous avez Emmanuel Macron qui réclame une pause réglementaire, il envoie un message politique. Et d'ailleurs, il a été entendu 5 sur 5, ce message. Et depuis, on voit un backlash au niveau des votes au Parlement européen, où cette ambition initiale est petit à petit reniée. Et donc l'enjeu du 9 juin, c'est aussi de dire, est-ce qu'on veut s'arrêter au milieu du gué, ou est-ce qu'on veut continuer cette transition dont nous avons besoin? Moi, j'assume totalement la pause environnementale. Le monde a changé depuis 2019.
le monde a vraiment changé. On vit dans le même, Madame Tolleray, on sait bien. Donc il y a eu la crise Covid, éventuellement on a aussi des notions de géopolitique qui sont venues questionner des dépendances de l'Union européenne sur lesquelles on était d'une naïveté crasse. Et donc effectivement le sujet de la réindustrialisation de l'Union européenne et l'ensemble du temps qu'ont pris la gestion et prennent encore la gestion de ces crises font qu'à un moment donné, on va au bout du pacte vert et pendant qu'on y est, comme on a fait beaucoup de réglementaires, il y a des fois, il y a des trucs qu'on a fait qui ne s'appliquent pas, qui ont des problèmes d'application pour les acteurs. Ce n'est pas renoncer... Quand on parlera de l'agriculture, je crois qu'on a des exemples assez clairs. Ce n'est pas renoncer à l'ambition environnementale que de corriger le tir de choses qu'on n'arrive pas à mettre en application. Moi, je pense qu'au contraire, en tant que député européen, c'est notre rôle d'être à l'écoute de la vraie vie et de corriger ce qui doit être corrigé pour que ça marche. Et on ira beaucoup plus vite à atteindre les objectifs environnementaux si on embarque les solutions qui sont portées par les acteurs plutôt que d'écouter des ONG à Bruxelles qui ne sont pas dans la recherche et qui ne sont donc pas dans la diffusion législative des nouvelles solutions. Et ce que je veux dire par là, je ne vous ai pas coupé la parole. Donc, ce que je veux dire par là, je ne m'attaque pas. Il y a des ONG qui se font un travail... Donc le mansplaining fait partie donc de la catégorie maintenant des Verts, qui ne sont plus Europe Écologie Les Verts. Donc tout ça pour dire que je ne m'attaque pas aux ONG, je dis juste que la recherche est trop éloignée de la fabrique de la loi. Nous avons beaucoup d'innovations. Ces innovations, elles vont plus vite que notre fabrique de la loi et des règles qui font qu'on peut avoir des innovations qui ne vont pas pouvoir être développées en Europe, qui nous permettent d'atteindre plus vite les objectifs climatiques. Moi je dis qu'on a besoin d'Europe, mais d'une Europe qui met le ballon entre les deux poteaux du rugby et qui marque l'essai. Justement, on va parler du... Allez-y, répondez, David Cormand, après on parle du volet agricole. Oui, on va en parler volontiers. C'est intéressant ce que vous dites parce que ça illustre vraiment une différence de conception. Vous avez raison qu'il y a eu 2 événements majeurs qui ont percuté, au moins 2, notre continent, qui est la crise Covid et l'agression russe en Ukraine. Mais précisément, ces 2 événements ne nous invitent pas à aller moins vite. Ces 2 événements nous invitent à aller plus vite. Parce que ces 2 événements montrent que notre modèle actuel de développement est une menace pour notre sécurité. Et donc, moi, je suis étonné par le diagnostic que vous faites. Je pense qu'au contraire. Et deuxième exemple, vous dites que le monde a changé à cause de ces 2 événements et vous avez raison. Or, et ça c'est incroyable, alors qu'on dit qu'il faut avoir des financements pour faire la transition, vous avez voté, mais vous n'êtes pas la seule, avec les socialistes, avec la droite, le retour aux règles budgétaires qui avait été suspendu précisément au moment de la crise Covid. Et à juste titre. On dit qu'on ne peut pas continuer à affronter les crises que nous avons avec la règle des 3%, etc. Et ça, c'est une autre erreur. Et c'est pour ça qu'il y a une incohérence, je trouve. On n'est pas forcément d'accord, en fait. Ça, c'est vrai. Donc, moi, en fait, ce que je dis, c'est qu'il y a des textes du pacte vert qu'il faut accélérer. Il y a des textes du pacte vert qu'il faut qu'on révise. Et il y a des textes du pacte vert qu'on peut utilement remettre au calendrier grec. C'est ça ce que Et après, derrière, sur la façon de faire les choses, je pense qu'il y a toujours des exemples, en fait, de choses qui marchent, de choses qui ne marchent pas. Par exemple, quand on se révèle qu'avec la guerre en Ukraine, on a des dépendances sur les engrais, on est obligé de traiter le problème. On ne peut pas regarder ailleurs. Voilà, donc justement, on va parler du volet agricole, puisque c'est ce qui coince. Oui, ça a commencé même un tout petit peu plus tôt. C'était en début d'année dernière sur la taxe carbone aux frontières. La crainte, surtout quand on parle de taxe carbone, c'était de voir un retour des gilets jaunes. Alors il y a eu des ajustements. En fait, l'ambition du pacte vert, elle est grande. On y va à marche forcée et ça peut créer des réticences à mesure qu'on avance dans le temps. Et le dernier volet abordé justement sur cette mandature, c'est l'agriculture. Et là, ça bloque avec même des retours en arrière. Premier acte, c'était un texte sur la restauration de la nature qui prévoyait notamment, il n'y avait pas que ça, de transformer 10% des terres agricoles en zone à haute diversité, ça veut dire les jachères, les mares, les murs en pierre, les tourbières. Il y a eu un tel affrontement au Parlement européen l'été dernier que le texte a failli être rejeté. Il est finalement passé, mais vidé de sa substance. Deuxième acte, la réduction de moitié de l'usage des pesticides. Le texte a tellement été détricoté qu'il a fini par être abandonné. Et puis on a parlé aussi du doublement de la part du bio d'ici 2030. C'était une autre mesure phare du Green Deal. Eh bien, on n'est même pas sûr de sa réelle mise en place après les élections européennes. Il faudra voir qui arrive au Parlement
Parlement européen et si ce sont des députés européens qui sont opposés au Green Deal. Alors, certains disent que les choses vont trop vite, qu'il n'y a pas assez d'études d'impact et d'accompagnement. D'autres y voient justement un blocage électoraliste à quelques mois des élections européennes. Ils estiment notamment que certains partis cherchent à capter les voix des agriculteurs qui, historiquement et par rapport à d'autres catégories socio-professionnelles, eux, se déplacent pour voter. Ouais. Est-ce que ce pacte vert, il est trop contraignant pour les agriculteurs, David Cormand? Alors, je ne crois pas, et je le crois d'autant moins qu'aujourd'hui, aucune des mesures n'est appliquée. Aujourd'hui, au moment où c'était vraiment le dernier volet. Voilà, Non, mais et même les autres procédures qu'on a votées, c'est pour ça que je suis étonné sur la pause. En fait, on fait la pause avant même d'avoir ce qu'on appelle implémenté, c'est les termes là, mis en œuvre ce qu'on a voté. Donc en fait, c'est pas ça qui pose le problème. Ce qui pose le problème au modèle agricole, c'est le modèle qui est en place depuis 40 ans, qui a décidé de capter la valeur de la chaîne de valeur de l'agriculture-alimentation, de la capter non pas pour qu'elle soit à ceux qui produisent et qui travaillent la terre, mais qui soit en amont aux géants de l'agrochimie, c'est le rachat de Monsanto par Bayer, et en aval aux géants de l'agroalimentaire et à la grande distribution. Aujourd'hui, ces nouveaux féodaux, que sont ces grandes multinationales, captent le travail de la terre par les paysans. Et ça fait 40 ans, 50 ans que ça dure. C'est ce modèle qui tue les agricultrices et les agriculteurs. Et quand vous aviez des présidents de la FNSEA, qui au moins dans les années 60 avaient le courage de dire quel était leur projet politique, ils disaient quoi? Notre objectif est qu'il y ait moins de fermes. C'est ça le projet politique qui est mis en œuvre depuis 40 ans et que les écologistes combattent depuis 40 ans. Les seuls alliés qui disent nous voulons plus de fermes, plus de paysans, c'est les écolos. Tous les autres forces politiques se sont mis d'accord pour un projet agricole qui tue en fait l'agriculture. Et donc la question des normes environnementales, des règles environnementales, c'est des vraies questions sérieuses. C'est pour ça qu'on a un procédé européen qui s'appelle la PAC, qui sert potentiellement, si on veut s'en servir pour ça, de dire quand on vous demande des efforts spécifiques, quand on vous donne des orientations pour l'intérêt général, il n'y a pas de raison que ça soit vous, en tant que paysan, qui payez juste seul ces conséquences. Donc il y a la PAC. Or, cette PAC ne sert pas à ça. Cette PAC, elle sert à accompagner un modèle qui détruit le nombre de fermes dans notre pays et dans l'Europe. Et ça, c'est criminel. Il faut arrêter avec ça. Il faut renverser. Je vais conclure en disant que la seule politique en Europe, la seule, qui a tous les leviers d'action, c'est l'agriculture. Pourquoi? Parce qu'on a le levier réglementaire, vous en avez parlé. On a le levier du marché, traité de libre-échange. Nous sommes au Sénat, on va avoir un vote très important ce matin. On va voir comment votent les sénateurs sur le CETA. On pourra en dire un mot, c'est très intéressant. Et le levier budgétaire, puisque c'est 35% du budget de l'Union européenne. Et qu'est-ce qu'on en fait? Une mise à mort des paysans dans notre continent. C'est stupide. Je vous laisse répondre, Irène Tolleray. Après, on dit un mot du CETA, effectivement. La théorie, la pratique. Donc, la réalité, c'est que... Non, la distribution des fermes, Madame Tolleray, c'est pas... Pardon, mais c'est pas de la théorie. Oui, mais vous m'invectivez, je suis obligé de répondre. Je ne vous invective pas. À un moment donné, vous ne me laissez même pas dire. Le premier poste de dépense chez les agriculteurs, ce n'est pas les pesticides, désolé. Mais vraiment, mais de loin. Quand vous dites que... Vous avez dit que c'était la captation, c'était sur les grands géos de la grande chimie. Le premier poste de dépense chez les agriculteurs, c'est l'énergie et les salaires. Voilà. Et donc, effectivement, la guerre en Ukraine et la crise Covid ont créé des chocs très importants sur la compétitivité de nos agriculteurs et ça les a mis en difficulté. Parce qu'ils n'avaient plus par exemple, dans un premier temps, ils n'avaient plus de personnes pour récolter. En fraises, en Espagne, au moment de la Covid, ils ont perdu la moitié de leur récolte de fraises et d'asperges parce qu'ils n'avaient plus de main-d'œuvre. Donc, à un moment donné, donc, la réalité du modèle agricole et de la politique agricole commune, c'est que notre agriculture s'est toujours adaptée, peut-être pas assez vite, il faut qu'on l'accompagne plus. Je ne suis pas persuadée que mettre plein de textes réglementaires, ça soit la façon d'aller le plus vite possible. Et on a vu avec cette politique agricole commune, avec tous les signaux que nous ont envoyés les agriculteurs depuis des mois et dans toute l'Europe, qui font qu'on corrige le tir. Par exemple, les 4% de jachère. Le problème, c'est pas les 4% de jachère, c'est les 4% de jachère au niveau d'une exploitation agricole. Et quand vous êtes un éleveur qui du jour au lendemain n'a plus d'alimentation animale, notre responsabilité, c'est en tant que législateur, c'est de flexibiliser ces 4% pour qu'ils puissent faire pousser quelque chose pour donner à manger à ces animaux le temps qu'on ait réglé le problème de la disparition du jour au lendemain de flux d'entrée d'alimentation animale. Et ce n'est pas perdre notre ambition environnementale de faire en sorte que les agriculteurs qui sont le chemin pour atteindre ces objectifs environnementaux
continuent à avoir un modèle économique qui leur permet de vivre et se concentrer pour l'améliorer et donc corriger tous les chocs négatifs. J'avais peut-être une question pour tous les deux. Là, on est dans une période un peu d'incertitude avant les élections européennes. On voit que beaucoup demandent une pause. Est-ce que finalement, on n'est pas en train de se laisser dépasser, notamment par la Chine, qui, elle, a enclenché sa transition écologique ? On le voit notamment sur les voitures électriques. Sur le modèle agricole chinois, il y a par exemple une ferme qui fait 350 000 vaches. Ils sont au top du bien-être animal. Tout est dans des bâtiments. Même sur il n'y a pas une seule émission de gaz à effet de serre. Ce n'est pas notre modèle. Et je ne souhaite pas, en tant que députée européenne, favoriser ce modèle. Moi, je préfère qu'on ait une agriculture familiale, qu'on les aide. Et le vote du CETA va être très important, puisqu'effectivement, nous avons plus de 500 millions d'euros de chiffre d'affaires agricole supplémentaires depuis 2017 et la mise en place de 90% du CETA. On a exporté plus de vin, plus de... Non, c'est pas faux. Ces chiffres sont publics. Ils sont... J'ai même fait un thread sur Twitter avec toutes les sources. Voilà. Il y a un thread sur Twitter. Avec toutes les sources. Non, il y a l'Institut Veblen qui vient de sortir des chiffres qui sont intéressants d'ailleurs, qui montrent qu'avant, après CETA, il n'y a pas d'évolution structurelle. Puis je vous rappelle... Vous ne pouvez pas dire ça aux agriculteurs qui exportent de plus en plus au CETA. C'est dangereux. Si on plante le CETA, il y aura un problème d'image et de recul, de consommation. Madame Tolleray, actons que vous êtes pour les traités de libre-échange. Non, je suis pour le CETA. En fait, c'est un traité de libre-échange. C'est un traité... Mais pourquoi vous êtes contre, vous, David Corman, qu'on comprenne bien? Alors, je suis contre ces traités de libre-échange parce qu'ils mettent le domaine agricole comme la variable d'ajustement d'autres types d'échanges. Et ça, c'est une erreur. Moi, je suis pour que l'agriculture soit un domaine préservé, protégé, parce qu'il dépend de notre souveraineté alimentaire. Et donc, mettre le domaine agricole dans une logique de libre concurrence avec des autres régions du monde qui n'ont pas les mêmes critères que nous. Vous parliez des méga-fermes chinoises et vous avez raison. Comment voulez-vous dire en même temps je suis pour le modèle agricole familial et dire on va se mettre en libre-échange avec des pays qui font des fermes de 1000, 2000, 3000 hectares. C'est absurde. Et donc, comme tout ce qui est absurde, à un moment, ça bloque. Et c'est ça qu'on est en train de vivre. Après, les traités de libre-échange, c'est pas la seule façon de faire du commerce. Il me semble qu'on vendait du vin, du cognac, du fromage, avant qu'il existe des traités de libre-échange. On peut commercer sans traité de libre-échange. Et ayant en tête que les traités de libre-échange, ils servent à quoi? Par exemple, avec le Canada, c'était le sable bitumineux. C'est ça qu'on fait. C'est que vous discutez avec un pays qui dit « Moi, je produis ça, je veux vous le vendre. Et vous, qu'est-ce que vous avez besoin de me vendre ?» Et en package, en plus, on rajoute le truc de l'agriculture. Et donc, là encore, on met les agriculteurs et les agricultrices européens dans une tenaille qui n'est pas tenable, qui est absurde. C'est l'histoire de l'injonction paradoxale. Faites la ferme familiale, respectez les haies, faites de la jachère, soyez écolo et en même temps, vous êtes en concurrence avec des pays qui n'ont pas ces règles et en plus, on finance en priorité avec de l'argent public des exploitations qui ne sont pas dans le sens de l'environnement. Donc ça, c'est de mon point de vue absurde et j'espère que le Sénat va voter parce que vous savez qu'aujourd'hui, on applique le CETA, donc ce traité de libre-échange, par dérogation. Il faut que tous les pays européens le valident. Ça n'a pas été fait. Et donc si la France dit « nous, on arrête avec le CETA », on crée un choc qui dit « écoutez, les traités de libre-échange tels qu'ils sont conçus, ça suffit ». Il reste 10 secondes, Irène Tolleray, si vous voulez répondre très très brièvement. Le CETA est un excellent accord de commerce qui protège le marché européen par quelque chose qui est unique au CETA, qui s'appelle le permitting. Donc, par exemple, les exportateurs de viande bovine ont été audités par la Commission européenne. Et il faudra... C'est fini. Je voudrais juste dire, le CETA, ça a été négocié au début sous présidence française de Nicolas Sarkozy, un républicain. Derrière, ça a été finalisé sous François Hollande. Et aujourd'hui, on a les républicains qui s'allient aux communistes pour flinguer un accord de commerce qui est positif sur l'agriculture, sur tous les items, sauf la viande bovine. Nous avons augmenté nos importations de 50 tonnes de viande bovine canadienne, c'est-à-dire 50 vaches. Et on va tout jeter à la poubelle au Sénat pour ça. Merci, et on reparlera du CETA évidemment demain dans cette émission, après le vote au Sénat aujourd'hui. D'abord, on regarde ce qu'elle a une de nos quotidiens régionaux. Et la météo fait la une de l'actualité ce matin.
Oui, on va prendre un peu de hauteur. Actualité, mais de manière différente. Hein, selon la région, regardez, note légère pour l'Ardennais et l'Union qui nous enjoignent à profiter du beau temps parce que ça ne va pas durer. Les choses sont beaucoup plus sérieuses pour Midi Libre qui explique que l'eau va manquer cet été dans l'Hérault. 12 communes et départements sont en difficulté d'ores et déjà. À l'inverse, dans le Nord, évidemment, après un hiver compliqué en termes d'intempéries, la Voix du Nord nous explique que les réserves d'eau sont pleines. Une légère note positive pour un territoire qui, on le sait, a souffert de plusieurs crues successives. Il y a du nouveau dans l'affaire Yvan Colonna. Et ça fait la une de Corse Matin. L'agresseur d'Yvan Colonna évoque un acte commandité dans un courrier à la juge en charge de l'enquête. Franck Elongabé, mis en examen pour l'assassinat d'Yvan Colonna, affirme que l'agression a été commanditée par des agents d'un service de renseignement. Le ministère de l'Intérieur dément ces accusations qu'il juge sans fondement, Oriane. Vous avez relevé 2 enquêtes passionnantes, Audrey. Oui, la première, c'est dans le Télégramme qui s'est rendu en mer Baltique à bord de la frégate française Aquitaine, prête au combat, qui croise au large de Kaliningrad. Elle assure une mission de surveillance au sein du groupe naval de l'OTAN. Notre objectif premier, c'est d'obtenir du renseignement, explique un pilote d'hélicoptère. Son appareil a aussi un sonar capable de suivre des pistes sous-marines. C'est d'ailleurs sa spécialité. Et l'autre dossier, alors sur toute autre chose, vous le trouvez dans le journal L'Alsace. Sujet très différent, donc, à l'approche des Jeux Olympiques. Le quotidien s'intéresse à ces athlètes de haut niveau qui n'ont pas tous la chance de vivre à 100% de leur passion, comme Rémi Conroy, que vous voyez en une et qui est champion de France de javelot. Oriane, je termine. Une toute petite info. C'est la une d'aujourd'hui en France, je vais y arriver. Qu'est-ce qu'on attend pour être heureux ? On est en train de baisser dans le classement. Alors voilà, pour commencer l'actualité, passez-y pour remonter le classement. C'est une question. Ça demandera un débat très très long. Merci Audrey, merci Irène Tolleré, merci David Cormand d'être venu avec nous. Merci à tous de nous avoir suivis. À 18h, vous avez rendez-vous avec Thomas Hugues pour Sens Public et on se retrouve demain. Très bonne journée.